Bonsoir Alain Auberville. Bonsoir Florent Brière. On est très heureux à Eurostéo de t'accueillir ce soir dans des conditions un peu particulières, à conditions particulières, adaptation particulière. On a gardé notre distance sociale. D'habitude, on fait ces conférences en live, c'est ce qu'on appelle les conférences d'Eurostéo. Là, on a décidé de mettre en place des web-conférences, comme on dit, un webinaire. Et voilà. Tu connais bien Eurostéo, Alain, qui forme des professionnels de santé au métier d'ostéopathe, ici à Aix-en-Provence ou à Bordeaux, parce que tu as été un des piliers de cette école. Un des cofondateurs de cette école, et donc un des piliers de la formation, puisque tu as été responsable du viscéral. Et pendant toute ta carrière de formateur en viscéral, tu as développé un concept particulier qui s'appelle la motilité. Et cette motilité, la motilité en ostéopathie, et cette motilité, tu en as parlé sur le viscère, mais tu en as parlé sur tous les autres tissus du corps. Tu as compilé ces 40 années d'expérience et tout ton travail dans ce livre qu'on voit ici, La motilité en ostéopathie, aux éditions Elsevier Masson. En collaboration avec André Aubin, qui est la directrice de l'Institut de l'école d'ostéopathie du Québec à Montréal. Québec, parce qu'en plus de ça, tu me lances la perche, tu animes des formations postgrad un peu partout dans le monde. Et d'ailleurs, tu auras la gentillesse de prodiguer à Eurostéo une formation. Les dates, c'est du 4 au 6 décembre 2020. La thématique, je crois que ce sera la motilité pour le système nerveux autonome et le système nerveux central. Et donc ce soir, tu as eu la gentillesse de venir pour nous présenter le concept de la motilité, pas que sur le système nerveux central, parce que tu as décidé de prendre des exemples sur différents viscères pour nous présenter ce concept de motilité. Alain, merci. C'est à toi. Merci Florent. Eh bien, on va revenir à l'historique. L'historique de ce travail, c'est effectivement, suivant ma formation d'ostéopathe, j'ai eu une formation de médecine chinoise. Et dans cette formation de médecine chinoise, un des enseignants travaillait sur l'embryologie pour voir ce que l'embryologie pouvait apporter à la médecine chinoise. Et je me suis dit, tiens, voyons ce que l'on pourrait tirer de l'embryologie pour l'ostéopathie. Et quand on se repenche dans l'embryologie, on s'aperçoit d'une chose, c'est que pratiquement aucune structure ne reste à l'endroit où elle apparaît. C'est-à-dire qu'elle se déplace pendant cette embryogénèse, c'est-à-dire pendant la mise en place de l'embryon. Et donc, pour qu'une structure se déplace, il lui faut de l'énergie. Si vous ne mettez pas d'énergie dans votre batterie ou de carburant dans votre voiture, elle n'aura pas d'énergie, elle ne va pas fonctionner. Elle peut être dans son intégrité, mais s'il n'y a pas d'énergie, elle ne fonctionnera pas. Le corps humain, c'est pareil. S'il n'y a pas d'énergie, ça ne fonctionne pas. Et quand l'énergie fonctionne mal, on va dire quand elle circule mal, et ça c'est un autre élément qu'on peut mettre en rapport avec le concept de l'ostéopathie. Dans le concept de l'ostéopathie, l'idée de génie de Steele, c'est de penser qu'il va y avoir problème à partir du moment où il y a des blocages dans les différents tissus. Eh bien, dans la médecine chinoise, la médecine chinoise considère que les problèmes arrivent quand il y a des déficits de circulation. Et on voit bien que circulation et mouvement, nous sommes dans le même cheminement. Et donc, voyons ce que l'embryogénèse peut nous apporter de compréhension dans ces mouvements. D'abord, nous allons revenir à un stade de l'embryon didermique, c'est-à-dire de 2 couches, ecto et endoblaste. Et on voit apparaître une structure qui est essentielle à la compréhension, c'est la ligne primitive. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où l'embryon arrive à ce stade de ligne primitive, il va être orienté. Il va savoir où est le haut,
où est le bas, où est l'avant, où est l'arrière, où est la gauche, où est la droite. Ça veut dire que les cellules qui ont leur programme de déplacement, là maintenant, l'embryon est orienté, ils vont savoir où aller. Et donc, on va voir cette prolifération tissulaire qui fait qu'on on va pouvoir reconnaître les déplacements de tous les organes. Premier élément important, cette mise en place de la ligne primitive est suivie de la phase qu'on appelle la gastrulation. Qu'est-ce que la gastrulation? C'est la modification des cellules ectoblastiques en mésoblastiques. Ce qui fait que ça va transformer l'embryon en 3 couches au lieu de 2. Et là, on retrouve nos 3 tissus de base, ectoblaste, mésoblaste, endoblaste. Et vous voyez que ça se fait avec effectivement un déplacement relativement important. À partir de la ligne primitive, on va avoir toutes ces cellules qui vont venir se déplacer et on va voir qu'assez rapidement, l'embryon va se constituer. Et donc, vous voyez que ce mouvement est assez significatif et on va voir qu'un des premiers éléments qui va être constitutif à partir du mésoblaste, le premier tissu mésoblastique en place, c'est la corde. La corde qui, dans l'individu fini, va être représentée par les disques intervertébraux, le noyau des disques intervertébraux. Donc, vous voyez que on verra là aussi que, regardez, la corde va s'installer dans l'embryon du bas vers le haut, alors qu'on verra par la suite que la colonne, elle, va s'installer du haut vers le bas. On voit qu'entre les vertèbres et entre l'énergie des noyaux des disques intervertébraux, on a une énergie contraire. Donc on va avoir, une capacité à s'adapter. Donc on voit que cette énergie, ces cellules mues par cette énergie qui est pour le moment une énergie génétique, qui est inclue dans leur structure, on va voir effectivement qu'on retrouve ici, regardez, l'ectoblaste, l'endoblaste et le mésoblaste qui s'est fait sous forme, le premier élément mésoblastique, c'est la corde. Vous voyez qu'effectivement, ici, on a 2 plaques, la plaque procordale et la membrane cloacale. Je dirais que c'est les 2 boutons pression autour duquel l'embryon va s'enrouler, va se mettre en croissant. Peut-être d'où vient là le mot de croissance. Et vous voyez qu'on va retrouver assez vite là une structure ici qui va être le septum transversum, qui va former le diaphragme. Et on voit les amas angiocellulaires qui vont déjà être en place. Ces amas angiocellulaires, ça va être, on va voir que le cœur et le diaphragme sont 2 structures qui vont se mettre en place à peu près en même temps. Et donc, dans un même mouvement d'énergie. Regardez, on voit très bien entre, ça c'est le premier schéma, ici regardez le deuxième, on voit déjà que les tubes endocardiques et le diaphragme qui est ici ont fait un mouvement relativement important, on verra lequel tout à l'heure, et vous voyez qu'ici on a la formation de l'intestin antérieur. Donc ça c'est toute la partie supérieure de l'embryon qui va subir ces mouvements. Vous voyez, sur le schéma du bas, on a encore un mouvement encore plus ample. Vous voyez qu'ici, l'intestin antérieur est encore un peu plus grand et on voit que le cœur s'est formé un peu plus. Quel est le premier intérêt qu'on va en tirer, nous? Eh bien, effectivement, on va voir que l'énergie qui met en place les organes, les structures, les viscères, eh bien cette énergie, elle va parcourir ces organes, ces structures, tout au long de la vie. Ça, c'est un élément intéressant, puisqu'effectivement, est-ce qu'on va pouvoir, nous, la ressentir et trouver cette énergie?
Eh bien, vous allez voir qu'on prend l'exemple de la mise en place du cœur et du diaphragme. On verra que c'est l'énergie qui met en place le péricarde fibreux et le centre phrénique est de même nature et va se mettre en place dans le même mouvement au même moment. C'est la première structure qui se met en place. Et vous allez voir que on va retrouver cette énergie dans une surface relativement importante, hein, du péricarde antérieur. Vous voyez, le mouvement va être dans ce sens-là, ici. Hein, et on va voir effectivement que le départ du mouvement va être sous les clavicules et on va pouvoir retrouver ce mouvement tout au long du péricarde fibreux antérieur. Ce mouvement, comment peut-on le ressentir? Comment on va faire pour sentir de l'énergie? Eh bien, je pense que c'est la comparaison qui me paraît la plus imagée, hein, qui permet, la problématique c'est de mettre des mots pour créer une imagerie mentale. L'énergie qu'on va sentir dans le corps, c'est comme le tuyau d'arrosage, hein, l'eau qui coule dans le tuyau d'arrosage. Vous avez un tuyau d'arrosage plutôt souple. S'il n'y a pas d'eau dedans, vous mettez vos mains sur le tuyau, vous n'allez pas sentir grand-chose. Quand on va ouvrir le robinet, vous allez sentir le tuyau qui se gonfle et vous allez sentir le passage de l'eau à l'intérieur du tuyau. C'est exactement la sensation que l'on doit avoir au passage de l'énergie dans les tissus, quel que soit le tissu. Et donc, on va voir que ce mouvement de mise en place du diaphragme, il va effectivement se compléter. Voilà. On va voir ici, regardez, le point de départ de ce mouvement. On va avoir un mouvement qui va aller des clavicules vers l'appendice lymphoïde, puis qui va mettre en place le diaphragme et le septum transversum, puis qui va descendre dans les piliers. Ça, c'est le premier mouvement qui va permettre à l'embryon de délimiter la partie supérieure de l'embryon. On verra que dans les livres d'embryologie, on appelle ça la plicature céphalocodale. Dans notre ouvrage, nous avons choisi le mot de thoraco-caudal, parce qu'effectivement, ça concerne le développement du thorax et de la partie inférieure de l'embryon, et non pas de la tête. Et donc, vous voyez que ce mouvement qui a mis en place ces structures, on va pouvoir le tester. On va pouvoir le tester, on va pouvoir trouver le mouvement est correct ou au contraire, est-ce qu'il est perturbé? Et quand il est perturbé, eh bien, on verra qu'il va y avoir des problématiques comme quand dans une structure, dans le système ostéopathique, quand il y a une perte de mouvement. Là, quand il y aura une perte de circulation, eh bien, vous verrez que certains problèmes arrivent au jour. Et quand on refait circuler l'énergie, là, l'homéostasie est récupérée. Et donc, ça, c'est le premier mouvement, hein, qui permet de fermer la partie antérieure et séparer le thorax de l'abdomen. Puis, on va s'apercevoir qu'une demi-journée plus tard que la mise en place de l'enroulement thoracique, nous allons avoir l'enroulement caudal qui va se mettre en place selon le schéma que vous voyez ici. Et donc, on verra que la première mise en place est celle-là. Le mouvement suit ces trois périodes. Et on va voir qu'on va avoir un mouvement au niveau de la partie inférieure du corps qui a ce mouvement de fermeture. Je dirais que l'image qu'on peut avoir, c'est la couche du bébé. Vous mettez la couche du bébé, vous posez le bébé sur la couche, vous écartez les cuisses et vous refermez la couche par un mouvement de rotation tel qu'on le voit ici. C'est exactement cette image-là qu'il faut avoir. Alors, pourquoi on a choisi ce terme de motilité? Ce terme de motilité, on l'a vu
à fleurir dans un certain nombre de livres ostéopathiques. D'abord, revenons à la définition. Qu'est-ce que c'est la motilité? Être motile, c'est être capable de se déplacer seul. Contrairement à être mobile, c'est qu'il peut être déplacé. Pas du tout la même chose. Les organes, les viscères, les structures du corps, elles sont motiles quand? Elles sont motiles uniquement pendant l'embryogenèse. Hein? On va voir qu'effectivement, les structures telles que le septum transversum, comme l'énergie qui parcourt dans le périnée, cette motilité-là, elle ne se fait que pendant la période de l'embryogenèse. Après, les choses vont être mobiles, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir être déplacées. Moi, je suis motile. Pourquoi? Parce que je peux me déplacer tout seul, mais je suis aussi mobile. Si on peut prendre mes 75 kilos et me déplacer, je suis aussi mobile. Donc, c'est les deux aspects. Et donc, je dirais que dire que la motilité embryonnaire, c'est presque un pléonasme, parce qu'effectivement, les organes et les viscères ne sont motiles que, je dirais, n'acquièrent cette énergie qui leur permet le déplacement que pendant l'embryogenèse. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est que cette circulation d'énergie, elle dure toute la vie. On peut la sentir chez le nourrisson comme chez la personne âgée. Hein. On verra même que c'est plus facile à sentir quand on sent mieux l'énergie quand les plans sont plutôt durs. Donc c'est pour ça que c'est plus facile de traiter les personnes qui sont, je dirais, complètement finies, hein, par rapport à un bébé où les choses sont très souples, et donc l'énergie dans du souple est un petit peu plus compliquée à sentir. Mais donc c'est ce concept, hein, de motilité qui nous permet de ressentir les mouvements d'énergie de cette mise en place embryologique. Ça a un autre avantage, cette embryogénèse, c'est que l'embryogénèse, elle a une chronologie. Et cette chronologie, elle est immuable. Ça se passe toujours de la même façon. Ce qui pour nous est intéressant parce que ça va nous donner une chronologie de test et une chronologie de traitement. Et donc, ça me semble tout à fait intéressant de ce point de vue. Donc, on va voir que, effectivement, la fermeture latérale de l'individu, là aussi, hein, on voit que, hein, quand on le voit ici, regardez, on voit que l'énergie va faire que on va avoir une fermeture de l'abdomen et du thorax. On verra par exemple, ce qui est intéressant, c'est que de voir que le péritoine pariétal va se mettre en place en même temps que les parois. Ce qui n'est pas du tout le cas des viscères, par exemple, qui vont venir bien après. On verra par exemple que contrairement à ça, au niveau thoracique, on verra qu'au niveau thoracique, la plèvre pariétale est mise en place en premier, les poumons vont arriver bien après. Ok ? Donc tout ça est intéressant parce qu'on verra que dans certaines fois, quand on veut traiter le poumon, il faut savoir si la problématique est dans le parenchyme ou elle est dans la plèvre pariétale. C'est pas du tout la même chose. On verra qu'on va pouvoir reprendre, par exemple, cette mise en place thoraco-caudale. On va trouver une corrélation en médecine chinoise avec les méridiens gouverneurs dans la partie postérieure et conception sur la partie antérieure. On verra que assez souvent on va pouvoir avoir des analogies avec la médecine chinoise et on verra que ça va nous donner des compréhensions qui n'ont pas de rapport avec l'anatomie mais qui ont un rapport avec l'énergie. Un exemple, par exemple, un exemple sur l'ésophage. L'ésophage, pour un enseignant de viscéral, c'est une structure musculo-aponévrotique qui est remarquable. Pourquoi? Eh bien, parce que si on reprend son intégralité, sa continuité musculo-aponévrotique entre la base du crâne, les constricteurs du pharynx, l'ésophage, le diaphragme, sa relation avec la colonne, on a là une structure qui, quand elle va
avoir des problématiques de tension, de blocage, quels qu'ils soient neurologiques, faciales ou énergétiques, peut mettre en dysfonction un grand nombre de structures. Puisque là, ici, nous sommes plaqués, on est amarré à la base du crâne. Si on veut reprendre tous les amarrages, on verra qu'il y a des relations avec le temporal, avec l'osioïde, avec la mandibule, avec le sphénoïde, avec l'occiput. Vous voyez que par cette simple structure musculo-aponevrotique, on a toute la base du crâne en relation avec les cervicales, les dorsales jusqu'à T3, puis les lombaires au niveau, dans la partie gauche jusqu'à L1 et L2. Donc c'est pour moi un élément qui permet de comprendre que on peut avoir des interrelations dans tous les systèmes, qui soient digestifs, musculo-aponevrotiques. Regardez là, au niveau manducation, si vous avez des tensions ici, vous pouvez très bien comprendre que la mandibule ne soit plus fonctionnelle correctement. Donc, revenons à notre œsophage, et on a vu que tout à l'heure que la mise en place du diaphragme se faisait par un mouvement de basculement et de descente. Eh bien, on va voir que la motilité de l'œsophage, regardez, c'est une motilité avec deux, comme à chaque fois dans la motilité, deux temps, un temps d'aller et un temps de retour ou de pause. Donc on va dire que le mouvement d'aller, c'est un mouvement de flexion, et un mouvement de retour qui est un mouvement éventuellement d'extension. On va utiliser les mêmes termes en fait que dans le crânien, sauf que là, on désigne autre chose. Et vous voyez, regardez, l'œsophage, eh bien, il y a un mouvement, son mouvement actif, son mouvement d'énergie, c'est un mouvement de descente à travers le diaphragme. Donc, moi, ça m'a permis de comprendre et d'avoir des solutions, comme tout le monde. J'ai travaillé les hernies hiatales en mécanique, et puis, alors, comme la séquence classique, on trouve d'abord pourquoi le diaphragme est bas, parce que pour qu'une hernie hiatale, il faut que le diaphragme soit bas, plutôt à gauche et au centre. Et puis, effectivement, pourquoi vous avez cet élément de l'œsophage qui repasse à travers le diaphragme vers le thorax? Eh bien, soit parce que vous avez quelque chose qui pousse dessous, ou alors tout simplement parce qu'effectivement, vous avez la perte de ce mouvement d'énergie. Et là, quand on s'aperçoit que, effectivement, vous avez des patients qui ont une hernie hiatale anatomique qui a été identifiée par une endoscopie. Ces patients, vous leur demandez, mais vous en souffrez de votre hernie hiatale? Ils vous disent, pas du tout. J'ai jamais eu mal, on me l'a découvert, mais ça ne me gêne absolument pas. Et puis vous avez d'autres patients qui ont tous les symptômes de la hernie hiatale, et puis vous leur faites une endoscopie, et puis on ne trouve absolument pas de hernie hiatale. Par contre, ils en ont tous les symptômes. Et si vous venez tester la motilité de l'œsophage, eh bien, au lieu d'avoir un œsophage qui a une flexion correcte, vous allez retrouver un œsophage complètement en extension. Et là, vous comprenez bien que si le diaphragme est bas et que l'œsophage est en extension, il va avoir tendance, au plan de son anatomie, à repasser par le trou œsophagien. Et donc, vous avez des patients qui n'ont absolument pas de hernie anatomique, mais qui ont toutes les douleurs simplement parce qu'ils ont un blocage de motilité de l'œsophage. Donc on voit bien que s'intéresser à l'énergie des structures chez un patient me paraît tout à fait important et nous apporte des solutions qu'on n'avait pas avant. Moi, avant d'avoir ce concept d'énergie et de motilité, eh bien, j'étais comme tout le monde. Un certain nombre de fois, j'avais des résultats intéressants sur les hernies hiatales, puis un certain nombre de fois, c'était l'échec. Et je ne comprenais pas forcément très bien pourquoi. Là, depuis qu'on pratique en libérant le blocage du diaphragme, en travaillant sur la restitution de la motilité de l'œsophage,
Et puis, on va avoir les corrections mécaniques qui sont toujours bien entendu d'actualité. Mais là, du coup, on va avoir, comme on a rétabli l'énergie, on va avoir des résultats qui sont beaucoup plus fiables et durables. Alors, bien entendu, comme à chaque fois, hein, aucune technique n'est jamais à 100%, il y a toujours des échecs, mais on a réduit les échecs. Et là, on a compris hein, souvent que les blocages, ces problématiques d'hernie hiatale étaient dues soit à un problème spécifiquement d'œsophage, soit d'œsophage et d'estomac, puisqu'on verra que l'estomac aussi a un mouvement de motilité propre. Et on verra que pour chaque organe, on peut avoir ce type de problématique. Donc, voilà. Prenez par exemple, on va reprendre l'exemple de l'estomac. Eh bien, vous voyez ici des images où vous voyez le méridien principal hein, qui passe ici sur la cuisse, mais on le voit beaucoup mieux dans le méridien musculo-tendineux, le méridien principal étant profond, le méridien musculo-tendineux est beaucoup plus superficiel. Mais vous voyez que ce schéma, on le perçoit beaucoup mieux. Eh bien, regardez, le patient qui a une douleur ici peut tout à fait nous faire penser à une radiculalgie de type cruralgie. Ça, c'est une douleur de cruralgie. Alors nous, on sait, nous ostéopathes, que cruralgie, c'est troisième lombaire, c'est niveau troisième lombaire. Ok. Et puis vous testez votre patient, puis au niveau troisième lombaire, il n'a rien du tout, tout va bien. Eh bien, vous voyez que nous sommes là sur le trajet du méridien de l'estomac. Eh bien, un blocage de motilité d'estomac peut tout à fait vous donner des douleurs sur le trajet du méridien estomac et vous donner une douleur sur la cuisse. Alors, bien entendu, dans votre interrogatoire, si vous avez noté que les traitements médicaux de type antalgique et anti-inflammatoire n'avaient donné que peu de résultats, eh bien, vous êtes beaucoup plus enclin à penser que le problème est énergétique, contrairement à un patient qui a la même douleur et pour qui les anti-inflammatoires et les antalgiques ont eu un effet. Là, si ces médications-là ont eu un effet, c'est qu'il y a un problème dans la structure. Alors que s'il n'y a pas eu de résultat, probablement nous sommes sur un problème énergétique. Ça, c'est un élément, vous voyez bien que l'interrogatoire du patient et ce qu'il va nous raconter va assez rapidement peut nous aiguiller sur « tiens, c'est plutôt structurel, tiens, c'est plutôt énergétique ». Et donc là, on a une compréhension, la médecine chinoise, hein, puisque c'est elle qui va nous donner ces informations, mais nous avons un outil ostéopathique énergétique, c'est la motilité de l'estomac. Motilité de l'estomac que nous allons pouvoir traiter soit en direct sur l'estomac, soit nous le verrons un peu plus loin, dans le système nerveux, on a des zones qui nous permettent de travailler sur cette fonction. On va reprendre un autre exemple, qui est l'exemple du rein. Pourquoi j'ai choisi le rein? Parce que le rein est un organe où on a chez l'homme là l'évolution de la phylogénétique. Regardez de la phylogénèse, puisqu'on voit que, regardez, avant d'avoir le rein définitif qui est ici, on va avoir le ponéphros, le mésonéphros, et après on a le métanéphros qui sera le rein définitif. Donc vous voyez qu'on dans l'homme, on a l'évolution hein, des espèces. Et là, on va comprendre par exemple que cette mise en place du pronéphros et du mésonéphros va correspondre en médecine chinoise aux méridiens de vessie qui sont tout au long de la colonne. Vous verrez que là, on a le pronéphros et le mésonéphros vont cheminer sur ce qui est de part et d'autre de la colonne. Donc on voit qu'on a, comment dirais-je, on retrouve des similitudes. On verra par exemple qu'en médecine chinoise, un des points importants de la régulation du rein est un point sur la première dorsale, première côte, première dorsale et première côte. On retrouve l'explication ici. Et donc, on voit qu'effectivement, vous voyez qu'il y a des organes qui apparaissent, qui vont disparaître, et puis regardez ce rein définitif, c'est celui-là, c'est celui qui va nous servir à nous de filtrer nos éléments. Eh bien, vous voyez qu'il est complètement dans la partie inférieure de l'embryon. Et donc,
ce rein, on va le voir ici, va avoir un mouvement d'ascension puis de rotation pour venir se mettre en place dans sa zone sous-diaphragmatique. Et donc, le rein, on le verra, puisqu'il était dans une position sagittale, il va faire une ascension, puis il va faire une rotation interne. Il fait deux mouvements qui l'amènent dans sa position définitive. Et donc, le rein, comme tous les organes, va donc avoir une motilité, ascension-rotation interne, et puis il va avoir une mobilité, puisque quand le diaphragme fonctionne, le rein est poussé et va faire un mouvement. Le mouvement, le point de départ, c'est le diaphragme. Le rein droit va avoir l'entretoise du foie qui va transmettre le mouvement du diaphragme au rein, et au niveau du rein gauche, eh bien, c'est la rate qui va avoir ce rôle. Et donc, vous voyez qu'ici, nous avons un organe qui va on le verra, se bloquer, et en médecine chinoise, on nous dit que le rein, c'est un organe qui correspond à l'hiver. Donc, pour ce qui va recharger les reins en énergie, c'est le froid. Mais comme toujours, le froid, s'il y en a trop, ça fait pas. S'il n'y en a pas assez, ça fait pas non plus. Il faut la bonne dose. Et la bonne dose, elle va correspondre de l'endroit où vous êtes né. Rappelez-vous ce que disent les Provençaux, ne mange pas quelque chose qui pousse à plus de 50 km de ta maison. On voit qu'on est rendu loin avec les avocats qui viennent du Chili et certains aliments encore plus loin. Eh bien, effectivement, vous voyez que ce rein qui va être rechargé par le froid, il a aussi la médecine chinoise nous apprend aussi que dans chaque organe, on va avoir une émotion. Dans l'estomac tout à l'heure, là, c'était la digestion des émotions en général, l'angoisse en particulier. On verra que dans le rein, c'est le froid, le chaud, mais ce qui va le recharger, c'est le froid, et puis la peur. Et donc, vous verrez que vous allez avoir des blocages de motilité de rein qui vont effectivement être issus soit d'un coup de chaud ou d'un coup de froid, ou de la peur. Alors évidemment, ceux qui ont peur du chaud ou du froid, ils vont avoir les deux reins bloqués. Alors on verra que, c'est juste une blague, on verra effectivement que les blocages au niveau des reins peuvent avoir des répercussions sur la colonne, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, vous avez vu que les méridiens de la vessie qui font partie du système urinaire, eh bien, vont pouvoir avoir des blocages, notamment au niveau de la charnière cervico-dorsale, mais au niveau d'une vertèbre qui est, comment dirais-je, importante au niveau du rein, c'est-à-dire D12, la 12e dorsale, et qu'on verra donc des blocages de D12 sur L1 ou de L1 sur D12. Et donc, on voit que vous pouvez avoir aussi, et on va retrouver ça, voilà, des blocages sur des douleurs sur le méridien du rein, sur le trajet du méridien du rein. On verra que, voilà, on peut avoir, on va pouvoir confondre ça avec des radiculalgies, alors qu'effectivement, eh bien, si votre patient n'a pas été soulagé par les médications classiques, il y a des chances que la problématique soit énergétique. Donc, on verra sur toutes les structures du corps, on va avoir cet élément. Donc vous voyez que, voyez par exemple ici, le méridien de vessie, qu'est-ce qui ressemble plus à une douleur sur le méridien de vessie qu'une sciatique? Ok? Là, vous voyez bien que là, ça peut tout à fait se confondre avec une sciatique. Or, ce qui va vous faire la différence, des signes cliniques qui vont faire la différence. Là, quand il y a une douleur ici, il n'y a pas de la sègue, par exemple, quand c'est énergétique.
Quand c'est une sciatique vraie, vous allez avoir un LASEG. Donc il y a tout un tas d'éléments qui vont pouvoir nous permettre de faire le tri et de dire, bah oui, il y a un problème de sciatique qui est mécanique, qu'il faudra traiter, ou chirurgical, ça peut dépasser le cadre de l'ostéopathie, ou au contraire, nous sommes là sur une problématique dans le système urinaire et on peut avoir un blocage sur le méridien de vessie. Donc vous voyez que pour nous ostéopathes, de connaître tous ces éléments, ça donne des solutions supplémentaires. Alors on verra que on va avoir effectivement. Là, l'ostéopathie, jusqu'à maintenant, elle avait des outils pour travailler sur le système ortho, le système nerveux autonome, dans tout ce qu'on appelle la chaîne latéro-vertébrale. Là, il y a des outils ostéopathiques pour travailler sur ces éléments-là. Et là, ça ne fonctionne que quand c'est la structure qui gêne le système nerveux, mais ça ne fonctionne pas quand le blocage il est primaire dans le système nerveux. Donc là, on verra qu'il y a des techniques pour travailler spécifiquement sur la motilité des ganglions de la chaîne latéro-vertébrale, sur la motilité des ganglions rachidiens. On a pour toute structure, on va trouver une motilité. Donc quand il y a un blocage, on a une solution. Alors beaucoup plus intéressant, et c'est venu au bout du travail, on n'a pas travaillé sur les noyaux hypothalamiques tout de suite, mais en développant ce travail sur la motilité, bien, je tombe sur ce schéma du système nerveux autonome qui est, comment dirais-je, très imagé, très parlant. Et là, on voit bien, dans le néther, nous sommes là sur un schéma du néther, eh bien, on voit qu'effectivement, nous avons ici, en rouge, les noyaux qui vont avoir une fonction ortho, et en bleu, les noyaux qui ont une fonction parasympathique. Et je me dis, tout ce qu'on fait en dessous, c'est du secondaire. Parce que toutes les infos et la gestion du système nerveux autonome, elle se fait ici. Voilà. Là, quand ça est verrouillé, quand la problématique est primaire ici, vous pouvez faire tout le crânien mécanique, membraneux, liquidien que vous voulez, ça ne marche pas. Parce que vous êtes sur l'effet, et vous n'êtes pas sur la priorité, sur l'élément principal. Et donc, comment faire? Eh bien, regardons l'embryogenèse, encore un coup. Et regardez cette embryogenèse, on va retrouver l'applicature du tube neural, et cette applicature du tube neural va nous donner les deux schémas que vous voyez en haut. Ici, on va avoir l'installation des hémisphères cérébraux bientôt. Là, on a le mésencéphale, et là, ici, on va avoir le rhombocéphale, ou la moelle allongée, ou la protubérance, au choix. Et vous voyez que ce qui m'a surpris dans ce schéma, ça sont des schémas tirés d'un très bon bouquin de neurologie qui s'appelle Bourret et Louis. Eh bien, on voit qu'il y a ici, regardez, ce mouvement, et là, c'est pas moi qui l'invente, ce sont les embryologistes qui mettent les mouvements de flexion du tube neural. Et on verra que ce tube neural, il a 3 flexions successives. Et cette première flexion ici m'interroge. Pourquoi? Parce que elle est à peu près, comment dirais-je, mise en place. C'est le moment où on va se mettre en place le système nerveux autonome dans sa composante ortho. Pourquoi? Et pourquoi c'est logique? Parce que ça correspond à la première mise en place du premier organe. Le premier organe fonctionnel dans le corps, c'est le cœur. Et donc, le système qui régule le cœur est en priorité le système ortho. Donc on retrouve une logique correspondant à la régulation du premier organe fonctionnel. On va avoir des noyaux ortho
au niveau hypothalamique qui vont se mettre en place. Alors, mon hypothèse est, est-ce que ce mouvement peut se retrouver dans le système nerveux? Et s'il peut se retrouver, est-ce qu'on y trouve des blocages? Oui, on va y trouver des blocages, bien entendu. Quand on lève ces blocages, que se passe-t-il? Eh bien, on verra qu'il y a un certain nombre d'éléments qui vont se modifier. On verra que un des patients qui m'ont servi à travailler sur cet élément et qui ont donné des réponses qui m'ont encouragé. Je me souviens d'une patiente qui vient, une patiente toute menue, avec un blocage de colonne et des blocages dans les piliers des lombaires absolument effarants. C'était tout comprimé et rien ne bougeait. Et chez cette patiente, je viens faire un travail crânien de type mécanique parce qu'il y avait aussi une compression au crâne. Je libère. Ça ne change pas grand-chose au niveau des piliers du diaphragme. Par contre, en travaillant sur cette première piqûre, les piliers du diaphragme se sont complètement relâchés. Bien là, ça m'a permis de comprendre que, bien sûr, quand on fait du crânien mécanique, on peut libérer des blocages de diaphragme parce qu'on va pouvoir travailler sur le centre pneumotaxique protubérantiel, où là, si le centre protubérantiel est perturbé par la mécanique, vous libérez la mécanique, le centre protubérantiel retrouve sa fonction, le diaphragme se libère. Mais d'autres fois, ça ne marche pas. Donc il faut aller... Vous travaillez la première piqûre, vous allez avoir un effet ortho, et du coup, vous avez un effet sur la commande la plus haute du diaphragme. Et là, ça fonctionne. Donc on verra que cette connaissance nous permet d'avoir la compréhension des différents niveaux d'intervention sur les éléments qui permettent le fonctionnement ou les blocages au niveau de ce diaphragme qui, on le sait tous en ostéo, peut nous aider ou perturber beaucoup de choses. Et donc, cette première piqûre-là, à force de la travailler, on s'aperçoit qu'on va retrouver des blocages plus fréquemment d'autres à certains endroits. Et donc, vous voyez là, on retrouve un schéma classique des embryologistes, et donc vous voyez que cette première piqûre, elle est vraiment tout à fait importante. Voilà, on remet un schéma de ce type où on revoit l'avant, l'arrière, l'amplitude de cet élément. Et puis, au fur et à mesure, voilà, l'applicature qu'on a essayé de remettre dans un crâne, ce n'est pas tout à fait la même échelle, mais ça nous permet de voir à peu près où il faut venir se placer pour pouvoir travailler dessus. Et puis, on va voir que, de façon empirique, on a pu mettre à jour une cartographie de cette première piqûre. Cette cartographie, elle se lit... ça, c'est la partie qui est vers le praticien. Ça, c'est les parties qui vont vers les pieds du sujet. Et donc, elle se lit de gauche à droite. Et on voit ici qu'on va retrouver alors, les éléments qui m'ont permis de mettre en place le schéma qui était le plus souvent, la zone qui était le plus souvent bloquée, c'est celle-là, c'est l'estomac. Ça ne vous surprend pas, c'est l'organe qui nécessite le plus de consultations en France. C'est pas celui qui nous coûte le plus cher parce que pour le soigner, les médicaments, les inhibiteurs de la pompe à protons, c'est pas les plus chers, mais c'est l'organe qui sollicite le plus de consultations. C'est pas étonnant qu'on le retrouve dans cette première piqûre et que c'est ce premier que je vais identifier. Et puis, de l'autre côté, on va avoir ces zones. Alors, bien sûr, vous savez, quand une fois, on retrouve un blocage, 2 fois, 3 fois, puis à un moment, un patient, vous leur dites, et puis vous avez remarqué qu'effectivement, c'était bloqué ici, mais il y avait des problèmes, et vous dites aux gens, vous avez un problème d'estomac? Et des fois, ils sont pas venus pour ça. Et puis, oui, mais vous m'en parlez, effectivement. Et ainsi de suite. C'est comme ça que, de façon empirique, je dirais, et clinique,
j'ai pu mettre en place cette cartographie. Puis après, bien entendu, on verra que cette grande masse du foie, là, hein, sur la partie droite de la première piqûre, va pouvoir nous donner des... Alors, ça nous donne d'abord des informations que des fois les patients ne nous ont pas données. Hein. Moi, le nombre de fois où on me dit « Ah, mais j'ai oublié de vous dire, j'ai fait une hépatite, il y a... » Ok, donc ça nous permet de comprendre le cheminement des dysfonctions. Hein. Et puis, effectivement, on verra qu'il y a certaines pathologies qui ne vont répondre que quand on aura libéré le blocage au niveau du système nerveux. On verra que certaines fois, vous avez un blocage là, puis vous avez un blocage dans l'organe. L'organe est plus bloqué que c'est bloqué là. Il faudra commencer par l'organe. Puis d'autres fois, c'est l'inverse. Vous avez le blocage, l'organe qui est un peu bloqué, mais c'est archi bloqué au niveau du système nerveux. Il faudra travailler par le système nerveux. Et donc, vous voyez que c'est toutes les informations et toutes les solutions. Je dirais qu'avec cette compréhension, on va pouvoir faire, quand on va faire avec du viscéral, on fera du crânien, parce que je m'amuse à faire ça avec les auditeurs hein, dans les séminaires. Ils sont au crâne, ils sont dans la première piqûre, et je vais libérer l'organe. Et ils s'aperçoivent que ça modifie la première piqûre. Ou l'inverse, ils sont sur l'organe, moi je suis sur la première piqûre, je libère le blocage, et ils s'aperçoivent que ça libère l'organe. Donc on va pouvoir faire du crânien avec du viscéral, et du viscéral avec du crânien. Et donc ça, c'est, pour nous ostéopathes, c'est tout à fait intéressant de voir que on a des solutions un peu dans tout. Alors, bien entendu, on va aussi avoir des solutions sur tout à l'heure, on était dans le système nerveux autonome, on va aussi avoir des solutions dans le système nerveux central. Donc, vous voyez ici le schéma qui met en place des hémisphères cérébraux à partir des bourgeons qui se développent au niveau des trous de Monro. On voit ici, vous voyez que ça se déplace. On va avoir un mouvement qu'on va voir ici. Voilà. Point de départ dans les lobes frontaux. On va avoir un mouvement qui va aller de l'arrière vers l'avant, puis du bas vers le haut, puis de nouveau de l'avant vers l'arrière, puis revenir ici dans le lobe temporal. On entend ça depuis longtemps, hein, le mouvement en corne de bélier en ostéopathie. Hein. Moi, je l'ai entendu dès mes premières années de crânien. Donc, vous voyez qu'il y a très longtemps. Et bien là, on le retrouve, et c'est le mouvement de l'embryologie. C'est le mouvement de mise en place. Alors, vous voyez qu'en plus, ce mouvement, au niveau du temporal, il va se faire dans les cornes de bélier avec effectivement cette rotation externe en bout de mouvement. Donc ça, c'est le mouvement. Alors la différence par rapport à un organe, c'est que, par rapport tout à l'heure à l'applicature, c'est que là, on va être en superficie. Hein. On se demande comment les gens ne l'ont pas senti, puisque nous sommes juste... vous avez les cheveux, pour ceux qui en ont, la peau, un peu des muscles, l'os, et dessous, un peu de liquide et le cortex. Et ça, c'est le mouvement du cortex, de l'énergie dans le cortex. Alors, on a un endroit où c'est relativement facile, donc c'est vrai que c'est cette zone, on sait effectivement, même si j'ai suivi la conférence de Florian qui nous montrait effectivement que les nouvelles connaissances fait que ce n'est plus aussi précis dans les zones, que c'est plutôt les fonctions sont plutôt réparties sur différents endroits, mais quand même on voit bien que dans une hémiplégie, quand vous avez le sang qui arrête de fonctionner ici, vous allez avoir des problèmes dans le corps du côté droit et l'inverse si ça se passe de l'autre côté. Donc on voit bien que on a effectivement, ça a encore une utilité cet élément, parce que moi je vois que il y a une pathologie qui a très bien répondu au traitement de motilité, c'est la neuroalgodystrophie, qui est cette pathologie que tout le monde connaît, qui peut évoluer, dit-on dans les livres, de 2 mois à 2 ans. Moi j'en ai vu qui traînaient ça depuis 5 ans, et les gens étaient toujours avec leur béquille. Eh bien, cette pathologie, elle peut être traitée uniquement par de la motilité du système nerveux.
D'abord dans le système nerveux autonome, en traitant la première applicature. Pourquoi? Parce que là, on va avoir un effet sur le système nerveux autonome, sur l'orthopara. Et puis après, on pourra aller traiter les blocages qui sont devenus primaires dans le cortex, hein, qui normalement doit être secondaire, hein, puisque c'est quand vous avez par exemple, vous mettez un coup de marteau sur la main, là, vous allez avoir très mal, parce que regardez la différence de représentation dans le cortex entre la main et la colonne, par exemple. Vous voyez que la main est plus représentée que toute la colonne. Il y a une représentation, c'est pour ça qu'on a un outil aussi extraordinaire. Hein. Eh bien, quand vous mettez un coup de marteau sur une extrémité, c'est le cerveau qui vous dit que vous avez mal, bien entendu. Donc, dès que l'agression s'arrête, normalement, tout circule et l'information continue à passer. Et vous n'avez plus, dès que l'agression s'est arrêtée, la douleur diminue et la fonction dans la zone est correcte. Par contre, on s'aperçoit qu'est-ce qui se passe dans les neuroalgodystrophies. Eh bien, d'une part, le système nerveux autonome va être, comment dire, modifié dans son fonctionnement, et puis vous allez avoir la zone qui correspond, qui, au lieu d'être une réponse secondaire, va devenir primaire et va rester bloquée. Et quand on déverrouille les deux, eh bien, on voit les gens qui récupèrent dans une neuroalgodystrophie, vous avez une perturbation sur les tissus, vous avez une perturbation, vous pouvez avoir des perturbations sur l'os. C'est ce qui fait que souvent la scintigraphie va dire il y a une neuroalgo. Eh bien, vous voyez que sur un travail spécifique de motilité du système nerveux autonome et du système nerveux central, en 2 ou 3 séances, on permet au patient de récupérer, hein, parce que c'est le patient qui récupère de sa neuroalgodystrophie. Donc on voit bien que ces techniques-là ont même, je dirais, repoussé les limites théoriques de l'ostéopathie, puisque les limites théoriques de l'ostéopathie, c'est l'intégrité de la structure. Voilà, on a balayé rapidement le viscéral, le système nerveux autonome, le système nerveux central. Je vois par exemple, tout récemment en cabinet, j'ai une patiente qui vient avec une douleur au niveau d'une dent qui persiste. Le dentiste ne sait pas trouver, il dit il n'y a rien, gencive, il n'y a plus rien, tout est traité. Et en fait, le problème il était là. On libère le blocage qu'il y a dans le cortex, la douleur disparaît. Voilà. C'est 35 ans de travail, de recherche, on se trompe, on recommence, on reprend. Et ça donne comment dirais-je, une compréhension et des outils énergétiques ostéopathiques, une chronologie de tests, une chronologie de traitement. On traite ça avant de traiter ça. Parce que, évidemment, si vous le traitez avant, ce n'était pas apparu, donc ce n'est pas possible. C'est un support et un outil qui, moi, me sert tous les jours, et je commence à avoir un certain nombre d'adeptes qui ont... Hein, c'est pas moi qui ai les résultats, c'est le concept qui a des résultats. Écoute, Alain, tu m'as devancé. Je voulais faire un résumé de ton intervention en disant que ce lien énergétique était un lien supplémentaire, en plus du lien métabolique, du lien neurologique, du lien vasculaire, du lien mécanique, et qu'on était au cœur de l'ostéopathie parce que notre métier, c'est quand même de trouver du lien. Et puis parfois, ce qu'on a comme difficulté en ostéopathie, c'est de comprendre la chronologie de notre traitement. Et c'est vrai que ce regard de la mise en place embryologique nous donne un élément supplémentaire pour pouvoir mettre en place cette chronologie. Alors, je vais te poser une question qui nous a été posée avant la conférence, et notamment qui concerne la formation que tu vas faire à Eurostéo du 4 au 6 décembre. Et la question qui se pose, c'est est-ce que pour suivre la formation de la motilité du système nerveux autonome et du système nerveux central, est-ce qu'il faut forcément avoir une base de cette motilité viscérale, ou est-ce qu'on peut venir directement, en tant qu'ostéopathe bien sûr, assister à ton postgrad? Voilà. Merci Alain. C'est vrai que c'est mieux, si c'est plus facile quand on a déjà appréhendé
appréhender la motilité des organes, des viscères, ça sera moins difficile de venir se balader dans le cerveau, bien entendu. Mais on peut, à partir du moment où on est un praticien et qu'on a une main entraînée, on peut aussi commencer par là. Il y a même Madame Aubin qui donne le cours maintenant au Québec. Elle commence par le système nerveux. Donc, c'est pas impossible, bien entendu. Moi, il me semble que c'est plus facile de commencer par le viscère et de finir par ça, mais tout est possible. D'autres questions ? Très bien. Écoute, Alain, une belle approche de cette motilité, très complète, très détaillée, très argumentée. Voilà, on espère que ça vous a plu. Et puis, restez branchés sur notre site et sur nos réseaux sociaux pour vous tenir au courant de la prochaine soirée de Rostéo. Merci, à bientôt. Merci.